Bonjour! Troisième vidéo de La nouvelle maîtresse de Dominique Demers. On est rendu au chapitre 5 qui se nomme Un gorille rote. Le lendemain matin, la classe était silencieuse. Nous attendions le cœur battant. Mademoiselle Charlotte reviendrait-elle? Lorsque soudain, nous avons entendu ces drôles de petits clop, clop dans le corridor, il y a eu un tonnerre d'applaudissements. Nous étions tellement contents. Notre nouvelle maîtresse est entrée et elle s'est dirigée tranquillement vers la fenêtre pour rêvasser un peu, comme au premier matin. Puis elle s'est assise, elle a retiré doucement son chapeau et elle a chatouillé un peu sa Gertrude. La vie était redevenue normale. Nous étions heureux. Ce matin-là, en moins de 2 heures, nous avons fait 3 pages de français et 4 exercices de maths. Tout le monde travaillait très fort. Après, mademoiselle Charlotte nous a raconté une histoire. 2 enfants, Anatole et Fabienne, sont kidnappés par des bandits à la sortie de l'école. Après plusieurs jours de route dans la caisse d'un camion, ils réussissent à s'échapper et découvrent, est-ce possible, qu'ils sont en pleine jungle. L'air est lourd et la chaleur insupportable. Des plantes géantes envahissent l'espace, des lianes tombent du ciel et des oiseaux fabuleux lancent des cris perçants. Soudain, les enfants sont alertés par un froissement de feuilles. Quelqu'un ou quelque chose avance à pas feutrés. Les pas se rapprochent. Horrifiés, Anatole et Fabienne aperçoivent une masse sombre progressant lentement entre les broussailles. Grognements et feulements se confondent. Une panthère. Les enfants se voient déjà réduits en bouillie dans le ventre du fauve lorsqu'une immense bête poilue les soulève de terre. Les plantes caoutchouteuses défilent à toute allure. Anatole et Fabienne ont peut-être échappé aux griffes d'une panthère, mais entre les pattes de quelle énorme créature sont-ils maintenant blottis? Les battements de cœur de l'animal résonnent dans leurs oreilles. Quel vacarme! De plus, cette grosse bête pue et ses longs poils rudes grattent leurs joues. Mais étrangement, les enfants se sentent presque en sécurité. Soudain, Anatole crie « Un gorille !» Il vient de comprendre. Mademoiselle Charlotte s'est arrêtée là en promettant de poursuivre son récit le lendemain. Nous avions déjà hâte. Le plus étonnant, ce n'était pas tant ce qui arrivait au personnage que ce qui nous arrivait à nous. Son histoire, nous ne l'avions pas seulement entendue, nous l'avions vécue, pour vrai. J'aurais pu décrire, jusque dans les moindres détails, la caisse du camion où les 2 héros étaient prisonniers. Il y avait une chaîne rouillée dans un coin, et à côté, une boîte de conserve éventrée et une boîte de raviolis avec un reste de sauce moisie au fond. J'avais remarqué qu'en courant, le gorille avait écrasé un gros insecte à la carapace mauve. Je me souvenais même du bruit, scrouish, et du liquide jaune dégueulasse qui avait giclé de l'insecte. D'où venait la boîte de raviolis et l'insecte aplati? Mademoiselle Charlotte n'avait jamais mentionné ces détails en racontant l'histoire. Et ce n'était pas la seule à avoir vu, senti ou entendu des choses étranges. Michael jurait qu'un oiseau magnifique, avec des ailes aussi vastes qu'une voile de navire et un plumage 100 fois plus flamboyant que celui d'un vulgaire perroquet, s'était posé sur son épaule. Anne-Sophie avait surpris 2 serpents sifflant entre ses pieds. Et la pauvre Judith souffrait de nausées depuis que le gorille lui avait roté en plein nez. À partir de ce jour-là, tous les matins, mademoiselle Charlotte a inventé de nouveaux épisodes à sa chronique de la jungle. Le reste de la journée, chacun travaillait à ses projets. Et M. Crackpot devenait de plus en plus nerveux et inquiet. Il se rongeait les sangs, s'arrachait les cheveux et se grignotait les ongles. Notre directeur ne se contentait pas d'écraser son gros nez dans la fenêtre de notre porte pendant quelques secondes. Il entrait sans frapper à tout moment. Un après-midi, il a ouvert la porte alors que Frédéric Valois, le super bolé en mécanique, électronique, robotique et tout ce qui tique, achevait de démonter l'horloge de notre classe. La figure de M. Crackpot est devenue cramoisie. De sa voix douce, mademoiselle Charlotte a rassuré notre directeur. Dans 1 heure ou 2, l'horloge serait de nouveau accrochée au mur et ses aiguilles avanceraient comme avant. Une autre fois, il est entré alors même que Mathieu et José s'embrassaient. Mademoiselle Charlotte s'est empressée d'expliquer que les 2 tourtereaux jouaient une scène dans la pièce Roméo et Juliette de M. Shakespeare, ce qui était vrai. Mathieu et José avaient même appris leur texte par cœur. Mais M. Crackpot a affirmé, d'une voix indignée, qu'à 12 ans, les élèves ne devaient pas s'embrasser. « En aucun cas, théâtre ou pas !» a-t-il ajouté furieux. Quelques jours plus tard, c'était au tour de mademoiselle Lamerlotte, la maîtresse de la classe à côté, de claquer la porte d'un air révolté. Elle était venue emprunter une craie, mais le spectacle offert à ses yeux lui avait vite fait oublier le but de sa visite.
René Sigouin nettoyait le bureau de mademoiselle Charlotte, sur lequel flottait une mer de mousse verte fumante d'une odeur infecte, rappelant vaguement les œufs pourris. Pauvre René, son expérience scientifique avait échoué. De jour en jour, la tension montait dans l'école. Les élèves des autres classes nous questionnaient sans cesse sur mademoiselle Charlotte, et plusieurs parents avaient téléphoné à notre directeur pour obtenir des renseignements sur ce qu'ils appelaient la maîtresse extraterrestre. Peut-être aurions-nous dû arrêter de planifier de nouveaux projets pendant un certain temps, mais c'était tellement excitant. Et puis, on aurait dit que mademoiselle Charlotte nous transmettait sa force. Nous avions tous un peu plus confiance en nous. C'est ce qui arrive lorsqu'on a une maîtresse qui trotte dans les corridors en gazouillant, un immense chapeau sur la tête et un caillou au creux de la main, sans jamais se soucier de ce que les gens autour d'elle peuvent dire ou penser. Mademoiselle Charlotte enseignait à notre école depuis plus d'un mois, lorsqu'un bon jeudi après-midi, la mère de Catherine Messier est venue cueillir sa fille à 14 heures pile pour une visite chez le dentiste. Le hic, c'est que Madame Messier a poussé la porte au même moment où le rat domestique de François-Olivier réussissait un 4e tour de trapèze. François-Olivier entraînait son rat depuis des semaines. Il avait lu plusieurs livres sur l'art de dompter les animaux et il avait fabriqué un trapèze, comme dans les cirques, mais en plus petit, avec des cintres. Madame Messier semble confondre les rats et les dinosaures. Elle a hurlé tellement fort en apercevant Joe Louis, c'est le nom du rat de François-Olivier, que M. Crackpot et un tas de professeurs ont accouru immédiatement. Cette fois, M. Crackpot n'a pas voulu entendre les explications de Mademoiselle Charlotte, et François-Olivier a été renvoyé chez lui avec son Joe Louis. Le lendemain, Louis-Philippe présentait un exposé sur la vie au Moyen Âge. Il avait fait une sacrée bonne recherche. Malheureusement, M. Crackpot a encore choisi le pire moment pour nous espionner. Louis-Philippe expliquait comment les gens mangeaient avec leurs mains à cette époque. Pour rendre sa présentation plus vivante, il avait apporté du pâté chinois et entrepris de s'empiffrer devant nous, sans cuillère ni fourchette. Ses mains, ses bras, ses joues, son nez et même ses sourcils étaient couverts de purée de pommes de terre, avec, çà et là, des grains de maïs et des petites mottes de viande. Cette fois, M. Crackpot n'a rien dit. Il a simplement refermé la porte derrière lui. Mais l'attitude de notre directeur n'annonçait rien de bon, et j'ai senti un frisson courir dans mon dos. Pendant quelques jours, nous n'avons plus été dérangés. Le lundi de la semaine suivante, j'ai oublié le réveil matin de mon père dans mon pupitre. Mario l'avait utilisé pour un projet. La sonnerie de cet engin-là réveillerait un diplodocus endormi. J'ai donc pensé qu'il valait mieux le récupérer tout de suite. Il n'était que 15h45. Les voitures des professeurs emplissaient encore le stationnement. Pourtant, les corridors semblaient étonnamment déserts et silencieux. J'ai surpris des voix en passant devant la classe de Mademoiselle Lamerlotte. Et par la petite vitre de la porte, j'ai découvert que tous les enseignants réunis autour de M. Crackpot. Tous les enseignants, sauf une, Mademoiselle Charlotte. J'ai collé une oreille à la porte pour épier la discussion. Au bout de quelques minutes, j'ai failli crier. Mes jambes se sont mises à trembler. J'avais une envie folle de déguerpir, mais j'ai réussi à me contrôler. Il le fallait. J'ai marché lentement, sans faire craquer les lattes du plancher. Mais une fois la porte de l'école refermée, j'ai couru comme si tous les fauves de la jungle étaient à mes trousses. Je filais droit jusqu'à la maison de Charles-Antoine. Chapitre 6. Une fausse maîtresse? J'ai tout raconté à Charles-Antoine. M. Crackpot avait découvert que Mademoiselle Charlotte n'était pas une vraie maîtresse. Elle n'avait pas de diplôme. Elle soutenait avoir enseigné dans plusieurs écoles, mais ces écoles n'existaient même pas. Le directeur allait convoquer une assemblée générale de tous les parents le lendemain soir. Il voulait renvoyer Mademoiselle Charlotte. J'avais tortillé le couvre-lit de Charles-Antoine en parlant. J'ai eu un peu honte en découvrant le tissu froissé autour de moi, mais Charles-Antoine a souri et il a pris ma main. Ça m'a fait du bien. Il faut avertir tous les élèves, a-t-il décidé. Charles-Antoine semblait sûr de lui et bien déterminé. Il a ajouté d'une voix ferme « Nous allons sauver Mademoiselle Charlotte ». C'est là que j'ai eu une idée. Je ne sais pas comment elle est venue, et je n'étais pas sûre que mon plan soit efficace. Mais tant pis, nous devions essayer. Encore une fois, Charles-Antoine m'a écouté sans dire un mot. Puis il a applaudi avant de lancer « Au boulot !» Nous avions beaucoup de travail à faire. Chapitre 7. Coup de théâtre. Le lendemain, tous les élèves de l'école ont reçu un message pour leurs parents. Réunion spéciale à 19h dans l'auditorium. Le scénario se déroulait exactement comme nous l'espérions. Les élèves de la classe de Mademoiselle Charlotte avaient déjà reçu un autre message dès leur arrivée. Un message secret, rédigé par Charles-Antoine et moi, qui s'adressait à eux uniquement, pas à leurs parents. Notre plan fonctionnait parfaitement. Pendant le dîner,
Notre classe s'est réunie dans le petit bois où Mathieu Bérubé et José Lachance se donnaient des becs. J'ai exposé mon plan et ensemble, nous avons dressé la liste de tout ce qui restait à préparer. Nous nous sommes donné rendez-vous à 18 heures. Il ne fallait absolument pas que les parents nous voient. Vers 18h40, M. Crackpot a pénétré dans l'auditorium avec quelques profs. Peu après, les premiers parents ont fait leur entrée. À 19h, l'auditorium était plein. M. Crackpot a raconté ce qu'il avait déjà dit la veille, dans la classe de Mlle Lamerlotte. Plusieurs parents ont exprimé hautement leur indignation. « Mais c'est inacceptable! Cette femme est peut-être dangereuse! Il faut agir vite! Et pas seulement la mettre à la porte, la poursuivre en justice! » Alors, Charles-Antoine a donné le signal. Les lourds rideaux rouges se sont écartés et les adultes réunis ont découvert la classe de Mlle Charlotte installée sur la scène de l'auditorium devant eux. Les élèves attendaient, en silence, l'arrivée de leur nouvelle maîtresse. C'était ça, mon plan. Au lieu d'expliquer aux parents que Mlle Charlotte n'était pas dangereuse, que nous l'aimions beaucoup et qu'avec elle nous apprenions des millions de choses, j'avais pensé que nous pourrions le leur montrer, comme au théâtre. Et c'est moi qui jouais le rôle de Mlle Charlotte. J'avais passé une partie de la nuit à transformer le chapeau de sorcière de mon vieux costume d'Halloween en chapeau de Mlle Charlotte. Charles-Antoine m'avait prêté une robe de sa grand-mère et des bottes de randonnée. C'était à mon tour maintenant. Je devais entrer en scène et imiter Mlle Charlotte. Mais là, dans les coulisses, j'ai paniqué. J'avais un trac terrible, même que j'ai failli me sauver. L'avenir de Mlle Charlotte dépendait de moi. Je disposais de quelques minutes seulement pour séduire tous les parents, et surtout pour les convaincre de ne pas renvoyer notre nouvelle maîtresse. L'auditoire attendait, mais j'étais figée, incapable d'avancer. Mes pieds semblaient s'enfoncer dans le sol. Alors, pour me donner du courage, j'ai soulevé mon grand chapeau et j'ai cueilli le petit caillou sur ma tête. Ce n'était pas Gertrude. C'était juste un petit caillou de rien du tout. Mais j'avais tellement peur et ça semblait tellement mieux que rien. Alors je lui ai parlé. « Salut, ma coquelicotte. Ben oui, j'ai peur. C'est nono, hein? Mais c'est comme ça. J'ai peur qu'ils se moquent de moi, qu'ils ne comprennent pas. J'ai peur qu'ils me mettent à la porte. » Ce qui m'arrivait était étrange. Je me sentais devenir Mlle Charlotte. J'étais grande et forte. J'ai replacé Gertrude sous mon chapeau et j'ai marché tranquillement jusqu'au centre de la scène. Là, j'ai flâné un peu en souriant gentiment. Puis, je me suis assise derrière le bureau de Mlle Charlotte. J'ai soulevé délicatement mon grand chapeau, comme un chapeau de sorcière, mais au bourron au lieu d'un bout pointu sur le dessus. Et j'ai cueilli mon précieux caillou. Je l'ai caressé un peu et j'ai parlé. J'ai confié à mon caillou tout ce qui me pesait sur le cœur. Je parlais fort afin que les 300 personnes réunies m'entendent. Il fallait qu'ils comprennent. Il fallait qu'ils découvrent quelle sorte de maîtresse j'étais. Après, j'ai déposé doucement Gertrude sur mon bureau. Le deuxième acte allait débuter. Pour prouver à tout le monde que Mlle Charlotte savait enseigner, j'ai imposé un contrôle, français et mathématiques. Mes élèves furent formidables. La mère de François-Olivier a crié « Bravo » lorsque son fils a épelé sa perlipopette, sans oublier un T. Et Maryse Lacasse, qui savait à peine additionner avant l'arrivée de Mlle Charlotte, a réussi coup sur coup 4 multiplications compliquées. 3 élèves ont présenté des projets. Mais cette fois, M. Crackpot, les profs et les parents ne sont pas arrivés comme un cheveu sur la soupe au milieu de l'exposé. Ils ont eu droit à toutes les explications. Lorsque Louis-Philippe a refait son truc du pâté chinois, plusieurs parents ont ri de bon cœur. Pour finir, j'ai décidé d'improviser. Ce troisième acte n'était pas prévu, mais tant pis. Alors comme ça, devant tout le monde, sans réfléchir, sans m'inquiéter de ce qu'ils diraient, de la façon dont ils réagiraient, j'ai inventé une histoire. Je ne sais même pas d'où elle est venue, ni où elle est partie. Une fois mon récit fini, je ne m'en souvenais déjà presque plus. J'avançais à 4 pattes dans le couloir étroit d'une caverne. En balayant les murs, ma lampe de poche réveillait des millions de pierres minuscules, extraordinairement brillantes. Je n'avais ni peur, ni froid. C'est tout ce que je me rappelais. Ah, et puis non, il y avait, oui, des gens. Des hommes, des femmes, des enfants, aussi sans doute. De la taille d'une souris. D'un bébé souris même. Non, plus petit encore. Des elfes? Des lutins? Ils escaladaient un mur. D'infimes cordelettes les reliaient. J'étais fascinée. Tout à coup, la terre a tremblé, comme si un géant endormi émergeait lentement d'un profond sommeil. Étions-nous bel et bien dans une grotte, quelque part dans une toute autre dimension, ou tout bêtement dans le ventre d'un ogre? C'est alors que les murs se sont lézardés et... Mais tout ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'au moment où Charles-Antoine a refermé les rideaux, un lourd silence a envahi la salle. Il n'y avait pas eu un seul bruit pendant 10 secondes environ. Mon cœur battait comme un fou.
Soudain, les applaudissements ont crépité. Ouf! Nous avions gagné! J'en étais presque sûre. Monsieur Crackpot a pris la parole, et franchement, il m'a un peu impressionné. Notre directeur a proposé que personne ne prenne de décision hâtive. Il allait rencontrer Mademoiselle Charlotte, éclaircir l'histoire des diplômes, et, sans lui interdire d'enseigner différemment, il lui recommanderait de ne pas dépasser certaines limites. Ça me semblait un bon compromis. J'ai bon espoir que nous trouvions un terrain d'entente, a-t-il finalement déclaré de sa grosse voix sérieuse. Cette fois, c'est derrière les rideaux qu'on a applaudi. À tout rompre! Mais l'histoire de Mademoiselle Charlotte n'était pas finie. Chapitre 8. Grosse bise et petits souvenirs. J'aurais dû être contente. Tous mes amis m'ont félicité, pendant que nous redéménagions les pupitres dans la classe à côté. Charles-Antoine m'a raccompagnée jusqu'à la maison, et nous avons discuté des nouveaux projets que nous pourrions inventer. Mais mon cœur n'y était pas. Plus tard, dans mon lit, je n'arrivais pas à dormir. Quelque chose, un souvenir, une image, m'obsédait. Soudain, j'ai crié « Ah! » Pendant un bref instant, je l'avais revu. C'était arrivé pendant que je racontais mon histoire, pendant que j'incarnais Mademoiselle Charlotte sur la scène de l'auditorium. Je décrivais la caverne aux murs scintillants lorsqu'elle était apparue. À la fenêtre, celle du milieu, sur le côté, tout en haut du mur dans l'auditorium. J'avais vu Mademoiselle Charlotte. Elle m'observait. Elle souriait. Puis elle avait disparu. J'ai enfilé des vêtements par-dessus ma robe de nuit et j'ai couru vers la porte. Dehors, l'air était doux. J'ai failli me perdre. Je n'allais pas souvent dans ce quartier, surtout la nuit. Mais bientôt, j'ai reconnu la rue de Mademoiselle Charlotte. Charles-Antoine était là, dehors, devant la maison, à côté des moufettes. Il avait deviné. Notre nouvelle maîtresse était partie. Elle s'était enfuie pendant notre réunion dans l'auditorium. Je me suis assise à côté de Charles-Antoine et j'ai appuyé doucement ma tête sur son épaule. Il y a des moments où c'est très important d'avoir des amis. Charles-Antoine tenait une feuille de papier dans ses mains. J'ai lu lentement ce que Mademoiselle Charlotte avait écrit. « Chers amis, j'ai passé des semaines formidables avec vous. Merci. J'aurais bien aimé rester encore un peu, mais une autre école très loin d'ici réclame mes services. Un professeur de 5e année a attrapé la coqueluche. Je sais que vous pouvez vous débrouiller seul maintenant. Chacun de vous a des projets plein la tête, et des millions d'histoires vous chatouillent la cervelle. Parlez-en à votre futur professeur. N'ayez pas peur. Je suis sûre qu'il ou elle comprendra. Je penserai souvent à chacun de vous, et j'espère que chaque fois que vous bavarderez avec votre brosse à dents ou vos lacets de chaussures, vous penserez un peu à moi. 1 million de bises, Mademoiselle Charlotte. PS. Cet après-midi, j'ai vu une jeune fille qui me ressemblait beaucoup sur la scène de l'auditorium. Je lui confie Gertrude. Ma pauvre coquelicotte est fatiguée de voyager. Un jour, peut-être, je reviendrai la chercher. Charles-Antoine a soulevé une des moufettes. Gertrude était là. Elle semblait très petite et toute seule. Je l'ai prise dans mes mains et je l'ai caressée un peu. Épilogue. Gertrude vit avec moi depuis 2 mois. Je lui parle souvent tous les jours. Et chaque fois, je pense à Mademoiselle Charlotte. Parfois, dans la rue, je crois reconnaître ma maîtresse. J'aperçois une dame maigre et grande et vieille. Je l'imagine alors avec un chapeau, comme un chapeau de sorcière, mais avec un bourron au lieu d'un bout pointu sur le dessus. Chaque fois, je suis déçue. Ce n'est jamais Mademoiselle Charlotte. Dans notre classe, un homme a remplacé Mademoiselle Charlotte. Il s'appelle Henri et il est gentil. Il a même accepté que nous travaillions très fort le matin pour faire des trucs un peu plus fous l'après-midi. Mais nous nous ennuyons quand même de Mademoiselle Charlotte. Énormément. L'école finira bientôt. J'ai hâte aux vacances. En septembre, Henri ne reviendra pas. Et Madame Chaput non plus. Elle a décidé de passer toute l'année avec son bébé. Je me demande à quoi ressemblera notre nouvelle maîtresse. Ce serait tellement extraordinaire si Mademoiselle Charlotte revenait. Parfois, le soir, lorsque je parle à Gertrude, j'ai l'impression que Mademoiselle Charlotte m'entend. Je me dis alors que mon intuition du début était peut-être bonne. Et si Mademoiselle Charlotte venait réellement d'une autre planète? Elle vogue peut-être dans l'espace en ce moment, à quelques 1000 milliards d'années-lumière de nous. Mais elle voit tout, elle entend tout, grâce à son caillou. Je comprends que ça semble un peu fou. Mais peut-on vraiment savoir? Voilà, c'était la nouvelle maîtresse de Dominique Demers. Vous, est-ce que vous avez votre Gertrude à vous, à qui parler comme ça? Est-ce que vous avez des millions de projets? C'est un livre qui m'interpelle beaucoup. Je viens vraiment le chercher parce que ça montre qu'il y a plein de façons d'apprendre. Pendant que vous êtes en confinement comme ça, ben, ça montre que vous pouvez apprendre plein de choses de différentes façons. Puis, je veux que vous y pensiez. Quel genre de projet vous avez le goût de faire? Puis, si vous vous sentez seul, trouvez-vous votre Gertrude à vous aussi, puis lisez. Merci Dominique Demers pour ce petit trésor. C'est vraiment, vraiment un livre magnifique.